Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir les ruines gallo-romaines de son lieu. Les ruines gallo-romaines de son lieu sont situées sur le territoire de la commune d'Oruy, dans le département de l'Oise, de la région Hauts-de-France, à environ 15 km au sud de Compiègne. Elles ont été classées monuments historiques par la liste de 1846 et sont la propriété du Conseil général de l'Oise depuis 2007. Le site est traversé par l'une des chaussées brunes hautes. Le site archéologique de son lieu est implanté non dans la vallée de l'Automne, mais sur le plateau à 2 km au nord du village actuel, en plein sang, à une altitude de plus de 130 mètres. Il est situé à 13 km au sud de Compiègne et à 7 km au nord de Crépy-en-Valois et à 22 km au nord-est de Solis, distance autodromique. Le nom est emprunté à un hameau localisé à 700 mètres au sud-est. Et à peu près se trouve par ailleurs la ruine de la chapelle romane du prieuré de son lieu, remontant au XIe siècle, et classée également monument historique. La lisière de la forêt de Compiègne s'approche à quelques 300 mètres des ruines gallo-romaines au nord-est. Les ruines correspondent à trois établissements bien distincts, mais très proches l'un des autres. Un édifice de spectacle, des thermes et un temple. La chaussée brune haute de Solis à Soissons, d'origine antique mais indatable, passe entre le temple nord et les arènes au sud. Les thermes sont encore situés plus au sud. Le terrain, propriété du département, est suffisamment grande pour laisser place à quelques arbres autour des vestiges. Une bonne protection nécessiterait l'acquisition d'une partie des terres agricoles autour, et ce serait également indispensable pour élargir le périmètre des fouilles. En effet, les fondations des habitations de la cité gallo-romaine sont enfouies sur les champs et sur les parcelles les plus proches de la forêt. Le site, longtemps connu sous l'appellation des Tournelles, est célèbre pour ses ruines antiques, depuis une époque fortement reculée, soit depuis au moins la fin du XVIe siècle, comme en témoigne par exemple l'histoire de la maison royale des Valois, de Nicolas Perzeron, paru en 1583, et d'autres récits de la même époque. Les auteurs se contentent encore de relater leurs constats, ne donnent pas de description précise et ne se rendent pas compte du caractère et de la finalité des bâtiments. Ils contemplent le reste. Ils évoquent le plus souvent un bâtiment considérable ou une habitation en ruine. Mais les plus avertis font déjà le rapprochement avec la Rome antique et aperçoivent des arènes. L'abbé Claude Carlier, historien du Valois du XVIIIe siècle, est le premier à entreprendre des sommaires recherches archéologiques. Il a dégagé quelques chapiteaux romains en 1748 dans son histoire d'Ussé de Valois. Il consacre 5 pages à son lieu et déplore que depuis le milieu du règne de Louis XIV, l'aurait démoli et enlevé beaucoup de débris et défriché les trois quarts le site pour le rendre à l'agriculture. En l'occurrence, les ruines des habitations subsistaient encore ensevelies sous la végétation jusqu'en 1680 environ, ont été détruites à des vestiges
archéologiques du sous-sol depuis. Environ 80 ans après l'abbé Carlier, entre 1820 et 1826, Georgette de Buisson, ancien employé de l'administration forestière, entreprend des fouilles superficielles à titre privé. Depuis le traite, donc j'ai recommencé à le dire, depuis le tertre redécouvert d'un épais gazon, au nord de leur chaussée brune haute. Enfin le temple. Il met au jour de nombreux objets éloquents comme des chapiteaux doriques, des flûtes cannelées, des meules de grains, une tombe à couvercle ornée de feuilles sculptées, donnant de petites lacrymonoires et des médailles en bronze de Dioclétien. Dans les environs, il découvre des armures de fer et des poteries en terre rose, d'une grande finesse d'exécution. Les arènes semblent moins attirer la curiosité, car leur physionomie en fer à cheval apparaissent clairement et indiquent la finalité de l'édifice aux savants de la première moitié du XIXe siècle. Sans grande connaissance des lieux, le site archéologique est classé monument historique par la liste de 1846. C'est vraisemblablement le vicomte Louis-Étienne Héricard de Thury qui attire l'attention sur lui, ayant identifié un camp militaire romain d'une grande envergure, dont les abords est situé ses limites. Ce lieu est connu comme un sang des Inuits. De nouvelles fouilles sont entreprises pendant le mois de mars de 1850, à l'initiative du propriétaire du terrain Edmond de Surrue, qui veut ainsi donner au travail aux ouvriers pauvres du hameau de son lieu, et convertir à l'usage agricole un terrain sans l'utilité pour lui. Une nouvelle fois, des objets intéressants sont exhumés, dont un grand nombre de bas-reliefs, des chapiteaux et des flûtes de colonne. Le baron de Surrue informe l'État de ses découvertes. Pendant le mois suivant, la première campagne de fouilles sérieuse est organisée et se concentre une nouvelle fois sur le temple. Les premières conclusions sur la structure sont tirées et apparaît comme les pierres en calcaire dur proviennent des carrières de Solis. Plutôt proviennent des carrières de Solis. Les publications de Carliette de Hervilliers dans la revue archéologique font connaître davantage le site et son intérêt. Et l'État procède à l'exploitation entre 1857 et 1859, afin de permettre son exploitation complète. Le ministère d'État et de la maison de l'empereur Napoléon III ordonne des fouilles plus exhaustives et en charge de la commission des monuments historiques. Cette dernière confiée à la direction de Eugène Villette le Duc, qui s'occupe en même temps du chantier de la reconstruction du château de Pierrefonds tout proche. Le temple et le fer à cheval du théâtre sont entièrement dégagés, et les plans sont assez fidèles, sont dressés, mais ne seront pas publiés. Les termes restent encore à l'ombre et ne sont pas identifiés comme tels. Viollet-le-Duc date le théâtre au IIIe siècle et suppose une destruction 2 siècles plus tard, mais développe aussi l'hypothèse d'une restauration ultérieure par les Mérovingiens sous le roi Chilpéric. Malgré l'autorité que Viollet-le-Duc a sur la recherche archéologique dans le domaine de l'architecture, un vif débat s'engage entre savants. Arcile Peigné de la Cour, notamment, défend l'idée d'un monument purement romain. Il fait imprimer successivement 3 brochures
pour exploser ses points de vue entre 1858 et 1860, mais les résultats complets des fouilles ne sont publiés que 50 ans plus tard, en 1862. Plutôt en 1862, Albert de Roussy explore le Petit Sacrem, près du carrefour des Turiels, dans la forêt de Compiègne, et les termes sont finalement dégagés et fouillés sous sa direction jusqu'en 1868, et également sans publication des résultats. En 1912, l'ancien inspecteur des châteaux de Compiègne, en retraite, Victor Sommet, publie le 4e volume d'une série de 4 brochures consacrées aux découvertes archéologiques de la forêt de Compiègne, édité par la Société historique de Compiègne. Ce 4e volume est en grande partie consacré à son lieu et aux tournelles, et contient un nombre important d'illustrations de qualité. On reproduit les objets les plus représentatifs parmi le mobilier de fouille. C'est dans un ensemble la publication la plus exhaustive sur son lieu, sauf pour les sculptures traitées par Espendieu dans le tome 5 de son recueil général des bas-reliefs, statues et bustes de la Gaule romaine, paru en 1913. Suivent ensuite des publications très espacées par des différents auteurs, traitant l'aspect particulier et reprenant une partie des ouvrages antérieurs. Plus aucune découverte archéologique d'envergure ne sera réalisée jusqu'en 1977, ni par ailleurs de campagne de fouilles dans les périmètres du temple, du théâtre et des thermes. Seule exception, une fouille par tranchée suggestive de la palestre du théâtre, menée par l'architecte Bernard en 1920. Elles n'ont pas donné le moindre résultat tangible. De petites découvertes sont par contre faites dans les environs, portant par exemple sur 4 bornes militaires. De 1977 à 1981, enfin une grande campagne de fouilles selon les règles de l'archéologie moderne est enfin mise en œuvre grâce à la participation de nombreux fouilleurs, tous bénévoles. Les modifications sont multiples. Les exportations du XIXe siècle se limitent à l'observation des structures appareillées et à l'analyse moderne, de mobilier plutôt, et beaucoup d'autres sanctuaires gallo-romains venaient d'être examinés dans la région, ce qui donne tout son intérêt à une analyse d'ensemble. Or, les incohérences des observations anciennes l'empêchèrent. Elles sont particulièrement frappantes en ce qui concerne le temple, dont les structures avaient été mal interprétées, ayant comme résultat des dimensions atypiques de différents éléments. Les fouilles entre 1977 et 1981 se limitent donc au temple, et de simples sondages de stratigraphie sont d'abord assurés par Jean-Louis Cadou, directeur des Antiques historiques de Picardie, et confiés ensuite à Georges-Pierre Voilemont, conservateur départemental du patrimoine archéologique. Marc Durand participe comme conseiller scientifique. Il s'avère par la suite que le temple du IIe siècle est déjà le 13e sanctuaire au même emplacement, ayant succédé à un premier temple romain plus petit, ayant lui-même remplacé un temple pré-romain, construit à l'aide de poteaux de bois, indiqués par des objets rituels en usage à l'époque pré-romaine. Le gardiennage du site financé par la Caisse nationale des monuments historiques est abandonné en 1981. Avec la commercialisation banalisée des détecteurs de métaux, son lieu devient l'un des sites archéologiques les plus pillés de France. Le seul remède
qu'on ait trouvé une surveillance active par la gendarmerie nationale depuis le milieu des années 1980. Au XIXe siècle, la datation de son lieu du IIIe et puis du IIe siècle ne s'appuie pas encore sur des analyses réellement scientifiques, mais davantage sur l'impression que donnent les vestiges aux savants, ayant de tenir des conclusions provisoires, des rares éléments tangibles dont le disposant à l'époque. L'interprétation est en même temps influencée par la typonymie des lieux, incitant à faire le rapprochement avec un camp militaire, sans étant déduit de camp. L'interprétation remonte par ailleurs par l'abbé Carlier et recopiée depuis, quand autour suggéré par le nom de lieu-dit les Tournelles, le fond de vérité derrière une tradition locale, orale, évoquant l'existence de 5 tours autour de ce camp, rapporté par Carlier, et assez tôt mis en doute. Carlier lui-même, en étudiant des Sarthes anciennes, tombe sur un Robert des Tournelles, et en possédait un fief à Bonneuil-en-Valois, commune voisine d'Aurouy, en 1218. Le temple est identifié comme tel uniquement sur la base du podium entouré d'une assiste, entouré par un caniveau, et procédé par un escalier à l'est. Les 3 édifices réunis sur le site sont considérés comme datant de la même époque historique, du fait qu'ils sont reliés par les murs d'enceinte. Si les nombreux vestiges archéologiques autour du site ne laissent aucun doute sur l'existence d'une petite agglomération, rien n'est encore connu sur ce victus, dont il semble agir d'après des photographies aériennes réalisées par le service régional de l'archéologie, Picardie, qui permettent de voir au moins une rue parallèle à la chaussée Brune-Haute, tenant lieu d'artère transversale. Étant donné que la voie antique traverse le site en tracé rectiligne, elle est de toute évidence antérieure, et sa présence était l'un des facteurs ayant motivé l'implantation du vicus en ces lieux. Mais lors de la transformation du chemin en voie romaine, c'est que normalement existe un tracé plus direct et plus facile, plus au sud, au-delà de la vallée de l'Automne. Le passage par son lieu est conservé au fait de l'importance relative de l'agglomération. Les anciennes habitations n'ont pas été fouillées, exception faite de quelques fouilles sauvages non documentées et de la découverte de quelques murs au 1er siècle lors des fouilles autour de la chapelle romane de son lieu, effectuées en 1978 par Marc Durand. Ce site est par contre excentré par rapport au victus gallo-romain. Son nom n'est pas connu et son importance paraît limitée, ce qui a conduit à considérer le temple avec des termes et le théâtre comme un sanctuaire rural qualifié de conciliabule, ce qui, à terme, avec sa connotation habituelle. Le sanctuaire isolé bâti à partir de rien ne convient pas du tout à faire de son lieu, même s'il serait exagéré de parler d'une ville. Elle est habitée par des successions, donc elle est l'habitat le plus oriental, plutôt occidental. Les premiers temples identifiés sur les emprises du temple dont les vestiges sont visibles, au nord de la chaussée Brune-Haute, remontent clairement à la Ténée 3, finale, soit un peu avant la conquête de la Gaule, par les Romains. On peut dater des autres lieux édifiés par la même fiabilité. Ils n'ont jamais été fouillés selon les préceptes d'une archéologie moderne. Et d'autre part, le dégagement des structures bâties au XIXe siècle réduit les possibilités d'une analyse
stratigraphiques. Surtout le théâtre a été très restauré au début du XXe siècle, dont les représentations des pièces de théâtre antiques y ont été données. La scène et les gradins inférieurs étaient encore en bon état de conservation au milieu du XIXe siècle, mais leur lien avec la cava n'a pas été examiné, et l'arrière-scène a été délaissée. L'hypothèse de plusieurs théâtres était succédée, comme c'est le cas pour les temples, reste aujourd'hui difficile à démontrer. En résumé, son lieu est un lieu de civilisation remontant à l'Athénée finale, sans doute un victus ou bien un oppodium, percé mais ouvert. Les premiers bâtiments étaient construits en matériaux lésés. Après la conquête de la Gaule, le lieu est habité de nouveau de l'époque ostonienne, plutôt augustienne, soit vers la fin du 1er siècle avant Zicée, ou tout au début du 1er siècle après Zicée. Le mobilier des fouilles permettent de conclure à une activité agricole et artisanale importante, pouvant s'expliquer par une présence militaire, ce qui confirmerait l'hypothèse du camp romain à proximité, mais également étayée par la découverte des fours de potiers itinérants et d'un fossé. Le commerce joue également un rôle considérable. Son lieu se situe aux confins des zones d'habitation à plusieurs tribus. Le premier édifice religieux de type romano-celtique est édifié au plus tard au début du règne Claude, 41 après J.C., à l'endroit le plus élevé du plateau. Le véritable essor du site commence au IIe siècle, avec une reconstruction du temple et l'édification d'un théâtre et des thermes. Ces opérations d'urbanisme ont entraîné une restructuration de l'agglomération. Le théâtre remplace un quartier d'habitation en matériaux lésés, et les thermes ont un quartier artisanal. Les photos aériennes font apparaître une esquisse de quadrillage, mais l'habitat semble surtout se développer sous forme dispersée. Il demeure impossible à déterminer si son lieu était un conciliabule, généralement imposé par le pouvoir central dans le contexte des régions méditerranéennes, ne partant de rien, ou bien un forum issu du développement de l'agglomération par sa dynamique propre. Le sanctuaire primitif est antérieur à la conquête romaine de la région et a survécu en état pendant un certain temps après la conquête, la romanisation n'étant pas faite immédiatement. La structure de ce premier édifice n'est pas très claire. N'ont été identifiées que des fosses d'enceinte, des fosses destinées à recevoir des poteaux ou des trous de pique ou de poteaux. Ils sont dû s'agir le plus probablement d'un édifice sur pilotis. La construction remonte à la Ténée 2, 260 à moins 150 avant J.C., l'époque à laquelle datent certains objets trouvés, et sélectionne jusqu'à la Ténée D1, 150 à moins 170 avant J.C., comme l'indique le caractère de certaines structures. Le mobilier archéologique se limite à des fragments de céramique grossière, à des outils en os quasiment réduits à l'état de plus verroulant. Une seconde couche peu épaisse, 20 cm, plus récente, se rattache toutefois à un premier état du temple et a fourni un mobilier beaucoup plus éloquent, comprenant des monnaies, des fibules, des divers outils métalliques. Le premier sanctuaire a connu une seconde période d'occupation ou bien a été en partie remplacé peu de temps après son abandon.
l'on a identifié de alignements de trous de poteaux, dans la plupart destinés à recevoir 2 poteaux, avec d'une tranchée de sablier ou d'assis. Les pierres trouvées dans la tranchée peuvent bien provenir de cette assise, mais pas nécessairement. Elles peuvent également provenir d'un mur. Les dimensions des proportions permettent de conclure un premier phanium primitif romanisé, un bâtiment annexé tragangulaire justesse le phanium. La coexistence des deux édifices de cultures de type différentes, sans qu'ils dépendent de l'un et de l'autre, étant à exclure. Aucun indice concret ne permet de supposer une cella ou une galerie. Cependant, un second bâtiment a bien pu être identifié un peu de distance à l'espace central, quadrangulaire, vide. Un amas de molletons en calcaire taillé y correspond, évoquant des éléments de parement ou de filetage de mur. Des pièces de monnaie ont été dispersées sur la fondation pour des raisons rituelles. L'on a même retrouvé 2 de dalles de pierre intactes dans son ensemble. Le second bâtiment paraît se composer d'une cella, hauteur et d'une galerie. Ce serait donc un phanium de type déjà identifié dans la région. Une période de 30 à 40 ans seulement semble séparer les deux édifices à compter du 20 ou 30 ans après la conquête. Mais la séparation des différentes couches n'ont pas été toujours n'ont pas toujours été nettes. Les fouilles se concentrent sur un sondage peu invasif afin de préserver une réserve archéologique pour l'avenir. Merci d'avoir regardé les vidéos. Si la vidéo vous a plu, mettez un j'aime, partagez, abonnez-vous et à bientôt pour de nouvelles découvertes sur les histoires des sites archéologiques. À bientôt.